Bienvenue dans Pêche Passion. Il y a 12 ans, la Mayenne était une zone quasi sinistrée dans le domaine de la pêche. Aujourd'hui, c'est à nouveau un paradis pour les pêcheurs. Dominique Rabillet est un spécialiste de la pêche à la grosse carpe. Il vous montre son équipement. La recette de la semaine, Monsieur Gâteau préparera sous vos yeux une matelote de truite au chardonnay du Jura, un vrai régal. La Mayenne est un département très vert, dont une grosse partie de l'activité économique est axée sur le secteur agricole. C'est en partie le développement et la modernisation de ce secteur qui a provoqué des problèmes sur le plan piscicole. L'assèchement de zones marécageuses, l'aménagement des berges, le curage sans précaution des ruisseaux ont été parmi les causes les plus importantes de la disparition des zones naturelles de reproduction des poissons. D'autre part, dans les nombreuses rivières de première catégorie, les truites avaient quasi disparu il y a une douzaine d'années. Problème d'eutrophisation imputable partiellement à l'abus d'engrais chimiques, prélèvement anarchique des pêcheurs, déversement irréfléchi de truites adultes issues de pisciculture, la situation était plus que préoccupante. Il a fallu imaginer et mettre en œuvre des solutions pour aménager de nouvelles frayères dans les ruisseaux en première catégorie et créer des frayères artificielles pouvant également servir de bassin de grossissement sur des terrains proches de la rivière et achetés par les fédérations et les sociétés de pêche. Il est à noter que tous ces efforts ont été dus à l'initiative de centaines de bénévoles. Ils ont accompli un travail gigantesque. Patiemment, avec intelligence, ingéniosité et amour, ils ont remis leur rivière en état. Aujourd'hui, la Mayenne est un département qui, dans le domaine halieutique, peut être montré en exemple. Parmi les choses qui m'ont surpris et séduit en Mayenne, la maison que vous voyez apparaître sur votre écran était une ruine abandonnée qui a été reconvertie en logements sociaux. La solution au problème des banlieues béton ne serait-elle pas à chercher dans ce type de solution, à savoir ramener l'habitat à une échelle plus humaine et conviviale? Je suis président de la Société de pêche de Laval, je m'appelle Pierre Bobard, je suis aussi secrétaire de la Fédération départementale de pêche de la Mayenne. Le président est donc M. Gilbert Marcelier. La Mayenne, ça représente 57 associations, 16 000 pêcheurs et 2500 km de rivières pêchables. Donc en deux catégories, donc première catégorie pour la truite et deuxième pour le brochet. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, la Mayenne, suite à la modernisation agricole, il fallait que les associations, avec la fédération, fassent des efforts au niveau de la reproduction naturelle ou peut-être bassin de grossissement de poissons afin de préserver notre milieu aquatique. Alors, je vais donc commencer par les truites. Actuellement, nous avons 7 associations de pêche qui font des truitelles en provenance des œufs qui viennent du Cantal, de la Fédération du Cantal. On en récupère à peu près 600 ou 700 000 qui sont répartis justement dans ces 7 associations. Ces truitelles, ensuite, quand elles font 3 cm, sont bien réparties dans tous les chevelus, c'est-à-dire tous les petits ruisseaux de première catégorie.
Et depuis 10 ans, nous faisons cette politique de gestion, ce qui nous a permis de trouver quand même des truites sauvages, puisque la société de pêche de Vilaine-la-Juelle, sur la commune de Courcité, dans un petit ruisseau, il a été repéré des truites sauvages qui pondaient sur des frayères. Des frayères, pareil, aménagées dans le lit de la rivière, si bien que nous avions gagné notre pari, en fait. C'était de donner à la Mayenne, au niveau de la truite, un élan supplémentaire et donc éviter un petit peu trop les déversements de grosses truites qui peuvent éventuellement être un peu la kermesse par rapport à une ouverture, mais dans des zones précises où les pêcheurs peuvent s'amuser. Mais la logique de la fédération départementale, et je pense que ça rejoint un petit peu toutes les fédérations sur le plan national, c'est quand même de donner à nos rivières l'aspect naturel. Voilà, bien notre société de Vilaine a subi, comme beaucoup de secteurs, la réfaction des truites. Alors on s'est pris par la main et on a essayé de revaloriser tous les ruisseaux d'abord et ensuite de partir dans un élevage de truitelles. Les installations que vous voyez sur votre écran sont uniquement dues au travail acharné de bénévoles, avec au départ un local désaffecté mis à leur disposition par la mairie, des matériaux de récupération, sans un sou, mais avec courage et une volonté de bien faire admirable. Ces bénévoles ont mis sur pied des installations de pisciculture aussi performantes, sinon plus, que certaines installations professionnelles. Alors pendant 3 ans, on a eu des œufs qui venaient de chez des pisciculteurs et qui, on s'est aperçu que ces truitelles-là foutaient le camp au bout de 2 ans. Hein. Alors après, on a pris contact avec une pisciculture du Cantal et ils nous ont fourni des œufs de truites sauvages de leur secteur, hein, des truites sédentaires. Et à partir de ce moment-là, on a eu un certain succès et on a pu refaire une population normale dans nos ruisseaux. Alors, pendant 7-8 ans, on a acheté 50 000 œufs avec une réussite exceptionnelle. C'est presque du 95% jusqu'à la taille c'est-à-dire jusqu'à 4 mois, quoi, de 4-5 cm. Et ça a pas mal marché. On reçoit les œufs quand ils ont les 2 petits points noirs. Là, ils sont transportables qu'à ce stade-là. Et l'incubation dure de 360 à 400 degrés jour. Alors, suivant la température de l'eau, le temps d'incubation est plus ou moins long. Alors, une certaine partie de nos truitelles, nous les mettons à l'eau après la résolution de la poche et nous gardons une certaine quantité jusqu'à 3 et 4 mois. On essaie de faire une répartition le plus sérieusement possible. En principe, une équipe chez 2 personnes, chaque équipe part avec 500 truitelles, réparties sur 500 mètres au minimum. Elles sont mises à l'eau bien protégées dans les racines ou dans les herbes. L'initiative que vous venez de voir n'est pas unique. 6 autres sociétés, que nous ne vous montrerons pas toutes, ont suivi la même politique depuis des années. Partout, les résultats obtenus par ces bénévoles sont remarquables. Ici, nous sommes sur un site d'une ancienne station de pompage qui a été abandonnée en 1993 suite à un excès de nitrate. La première année, 1993, nous avons essuyé un échec important, donc pratiquement 100% de mortalité. Donc, cette mortalité était due simplement donc, à un excès de gaz carbonique dans l'eau. Nous avons réalisé un système de dégazage qui nous a permis donc, de réduire le taux donc, de CO2. Cette année, donc 1997, nous avons environ une réussite de 85%. Ces alevins donc, qui sont nés ici sur le site de Vaugeois donc, vont rester dans nos bassins jusqu'à l'âge d'environ 2 mois à 2 mois et demi. Tous les mois, nous faisons un alvinage d'alevins
sur les cours d'eau, donc principalement sur les ruisseaux chez nous là. Et vers le mois de mai, les plus grosses truitelles qui sont restées dans les bassins, elles vont retrouver la rivière Lernay. Pour ce qui concerne la deuxième catégorie, donc exactement les mêmes problèmes, mais donc c'est des zones inondables qui ont complètement disparu avec justement ces rivières qui sont canalisées. Alors les 26 sociétés de pêche de deuxième catégorie donc ont pensé au problème et les réalisations se sont faites sur 20 sociétés. C'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui, on retrouve dans toutes les rivières du département de deuxième catégorie. Et ça nous permet d'avoir des brochets qui viennent pondre justement dans ces zones aménagées. Si les crues n'ont pas été, comment dirais-je, favorables par rapport à la ponte du brochet, alors à ce moment-là, on achète des alevins à vésicules résorbés qu'on dépose. Et je pense que bon, au niveau équilibre pour la rivière en brochet, nous avons donc le nécessaire de fait. Alors, nous avons donc inventé des sites, des frayères qui sont aménagées auprès des rivières. Donc à Laval, on a donc 11 sites. Et là, je pense que celui qui fonctionne le mieux, c'est celui du bordage, avec 4 bassins, 5500 mètres carrés d'eau. Et nous récupérons tous les ans une moyenne de 20 000 brochetons qui font entre 6 et 8 cm. Sur les 26 sociétés de pêche que nous avons en deuxième catégorie, plus de 20 ont donc aménagé des bassins pour faire des frayères naturelles ou bassins de grossissement si la rivière ne monte pas en temps voulu, afin que les poissons, les brochets, puissent pondre dans ces zones de prairie, en fait. Chaque société de pêche donc, récupère ses poissons selon les régions, puisqu'il y a une question de chaleur aussi, étant donné que s'il fait chaud, il y a beaucoup de plancton, s'il ne fait pas trop chaud, c'est beaucoup plus long, donc le brochet grossit moins vite. Et chaque société récupère ses poissons. Je crois que dans la Mayenne, on est peut-être arrivé à 100 000 petits brochets de 6 à 8 cm qui sont répartis dans les zones de deuxième catégorie. Pour le grossissement de ces brochets, donc il faut savoir que ces poissons font 6 à 8 cm début mai et que dans la même année, en octobre, novembre, on retrouve ces poissons à 25, 30, voire 40 cm s'il y a vraiment beaucoup de poissons fourrage. Autre réalisation exceptionnelle dans le département de la Mayenne, le village de pêche de Villers-Charlemagne. Dans un monde occidental où les gens du 3e et du 4e âge sont de plus en plus nombreux, et où l'espérance de vie ne cesse de progresser, on a enfin pensé à eux et aux moins valides, pour qui l'exercice de la pêche est le plus souvent tout simplement impossible. C'est dans cet état d'esprit qu'a été conçu le village de pêche de Villers-Charlemagne, un plan d'eau de 7 hectares, dont les berges sont partout faciles d'accès, et au bord duquel ont été construits des chalets entièrement aménagés permettant aux familles qui l'occupent de pêcher depuis la terrasse de leur living room. Exceptionnel, non ? Bien sûr, pour l'instant, le site vient à peine d'être aménagé. Mais imaginez-le d'ici quelques années, lorsque la végétation aura repris sa place initiale. Il y a de quoi rêver. Sur les 2500 km de rivières pêchables dans la Mayenne, une bonne part est navigable. De nombreuses sociétés, que ce soit à Château-Gontier ou ailleurs, louent des pénichettes entièrement équipées qui peuvent accueillir entre 3 et 12 passagers. Ces familles passent alors des vacances de rêve. Les enfants jouent, madame profite des bienfaits du soleil sur le pont, et monsieur pêche tranquillement. Si vous souhaitez passer des vacances halieutiques idéales, l'Office du tourisme de la Mayenne est à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions.
Dominique Rabillet pêche la carpe en eau-quille, aux cheveux avec une batterie de 3 cannes, équipée d'avertisseurs de touche électroniques et d'écureuils. Impressionnant. Le pêcheur que vous allez voir est un des premiers à avoir adopté les nouvelles techniques de la pêche à la carpe il y a près de 12 ans. Bonjour, je m'appelle Dominique Rabillet. Je pêche la carpe à la nouvelle méthode depuis une douzaine d'années. Et ça fait à peu près 8-10 ans qu'on la pêche régulièrement quand même à cette nouvelle méthode-là, c'est-à-dire avec les détecteurs de touche. Alors je vais vous expliquer en quelques mots à quoi sert tout cet appareillage. Ici, nous avons un détecteur de touche. C'est un appareil électronique qui, avec quelques petites palettes, passe dans une photocellule et si la carpe fait une touche, ça permet d'entendre tout de suite la touche. C'est-à-dire que si vous dormez ou si vous vous absentez, vous êtes assez loin pour aller voir un arbre, aller chercher des champignons ou quoi que ce soit, parce qu'il y en a qui se déplacent beaucoup, aller discuter avec un ami, ça permet d'entendre la touche d'assez loin. La deuxième partie, c'est cette petite partie qui s'appelle un écureuil. Ça permet de savoir si la carpe part au loin, c'est-à-dire que si la carpe part, l'écureuil va monter, va se détacher, et là on sait que la carpe s'en va au large. Ça, c'est à peu près la moitié des touches qu'on va avoir, même peut-être les 3/4, où elles s'en vont au large. Mais beaucoup de touches aussi, elles reviennent, ce qui permet de voir si la carpe revient sur vous. Et si elle revient, l'écureuil va baisser automatiquement. Après, vous avez le moulinet. Alors, il y a différentes façons de la pêcher, mais en ce moment, la façon qui est la plus utilisée, c'est le frein desserré. C'est-à-dire que si elle part, c'est la bobine du frein qui est desserrée, donc qui se déroule. Et il y a une autre façon qu'on appelle ça, c'est les Anglais qui pêchent beaucoup comme ça aussi, c'est au démouliné. C'est-à-dire que le frein est bloqué et si vous avez un départ, c'est la manivelle qui bougera. Maintenant, on va venir au montage, qui paraît compliqué aussi, mais qui est très simple. Alors le montage est constitué d'un fil entre 28 et 35 centièmes, ce qui est déjà pas mal, d'un petit anti-tangle. C'est un anti-emmêleur, c'est pour éviter, quand vous lancez votre ligne très loin, que le bas de ligne se prenne dans votre fil, il tourne autour. Et aussi, ça sert aussi pour, quand vous combattez une carpe, elles ont une arête dorsale qui est assez tranchante, ça permet de protéger aussi le fil. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on vient à pêcher avec des plombs de plus en plus lourds, parce qu'il faut savoir que la carpe aspire l'appât. Et quand on pêche à une distance d'une centaine de mètres, il faut, avec l'élasticité du fil, c'est pas vous qui ferrez la carpe, c'est la carpe qui se ferre elle-même. La bouillette va se trouver comme ceci. Quand elle va l'aspirer, ça va rentrer dans la bouche. Et quand on va vouloir le recracher, le chuet fait un demi-tour et reste pris dans la lèvre. Et l'avantage de ce montage-là, c'est que vous prendrez toujours une carpe sur le bord des lèvres, jamais à l'intérieur. Un lancer qui est certainement le plus précis, qui est utilisé le plus à la carpe, c'est les lancers sur l'épaule. C'est-à-dire que vous prenez votre canne, vous la mettez sur l'épaule, vous visez avec le talon de la canne et vous faites le mouvement du haut vers le bas, comme ceci. Voilà, on récupère toujours le fil, on attend qu'il tombe bien au fond. Voilà, c'est parfait, on referme. Celle-là fait 19 kg 100 grammes à peu près. C'est pas à peu près, c'est sûr. Elles ont toutes été pesées, mesurées et remises à l'eau. La pêche de la carpe est l'école de la patience. Il n'y a pas de miracle. Il faut accoutumer la carpe à l'èche que vous aurez décidé d'utiliser, amorcer pendant des jours et des jours. Puis, il vous faudra vous installer au bord de l'eau et patienter. Pendant des heures et des heures, vous attendrez votre première touche. Si vous avez su être suffisamment patient, votre palmarès sera peut-être un jour digne de celui de Dominique Rabillet. Monsieur Gâteau, chef au Chalet Bel Air dans le Jura, vous montre comment réussir la matelote de truite au chardonnay, une recette traditionnelle qui n'a pas pris une ride. Bonjour, je m'appelle Bruno Gâteau, je suis à Mouchard dans le Jura, responsable du Chalet Bel Air, Jura français. Nous allons vous parler d'une recette de matelote de truite au chardonnay, chardonnay d'Arbois.
excellent vin sec. Donc maintenant, nous allons pocher les écrevisses. Nous prenons la précaution de les passer à l'eau. Elles sont propres, mais toutefois, je les passe à l'eau. Je les mets dans une petite russe, un peu de sel, un peu de poivre et environ 10 centilitres de chardonnay. Voilà. Donc nous pochons ces écrevisses. Donc maintenant nous allons détailler la truite. Et pour ce faire, la mettre sur cette planche. Voici. Donc ces morceaux, nous allons les faire revenir dans l'huile d'olive. Voici. Donc le fait de faire revenir dégage les goûts souvent, écroute un peu, mais c'est intéressant de noter cela. Si je peux me permettre, lorsqu'on fait un fond de cuisine, je prendrai l'exemple d'un fond d'agneau, si on ne laisse pas colorer suffisamment les os, ni la couleur ni le goût n'interviennent. C'est la même chose pour d'autres mets. Donc le rôle de faire revenir est important, mais on ne va pas les faire revenir trop. Et cette fois-ci, je réserve dans mon sautoir qui est préparé pour ça, afin de mouiller et de pocher. Voilà. Voilà. Je réserve donc dans le sautoir qui est là, que l'on garde au chaud. J'ai préparé une petite mirepoix avec échalotes et carottes, en quantité adaptée à la quantité du plat que nous cuisons. Donc ceci suffit. Ne pas aller trop loin, ne pas faire revenir trop. Voilà, cette fois-ci c'est bien, c'est suffisant. Je vais donc mettre, en égouttant les matières grasses qui ne nous servent à rien, ça n'apporte rien. Je vais donc mettre ma mirepoix sur les morceaux. Voilà, ça c'est prêt. Bien. Voici. Nous allons flamber d'abord. Donc je prends le marc du Jura. Et voici, regardez comme ça flambe bien. Il ne faut pas trop. Je vais mettre le chardonnay par moitié. Voilà, environ une bonne demi-bouteille. Et puis compléter avec un peu d'eau. Et là, nous allons pocher nos tronçons de truite. Et j'ajoute le bouquet garni qui était prévu. Donc nous allons porter au frémissement. Alors, pour les champignons, un peu de sel, un peu de beurre, voilà, un peu d'eau, très peu parce qu'ils vont rendre de l'eau. Voilà. Et puis on va couvrir avec un papier sulfurisé et lancer. Ensuite, donc, les oignons grelots seront mouillés juste à hauteur et salés. Et puis que champignons, lardons qui ont été séchés et dégraissés un peu à la poêle. Et là, j'intègre les lardons en prenant soin d'éviter d'y mettre la graisse, qui est indigeste. Voilà. Ainsi que les champignons. Et ma garniture est prête. Donc nous sommes arrivés maintenant au niveau de réduction que nous souhaitons, de telle manière que nous ayons suffisamment de sauce et que le goût se soit corsé. Je vais donc la filtrer et la monter au beurre. J'intègre maintenant la garniture. Bien, eh bien, la recette est terminée. Nous allons dresser une portion avec une petite écrevisse, un peu de garniture et bien sûr cette excellente sauce, digeste à souhait et goûteuse. Les cuisiniers sont un peu
Vaniteux, vous entendez ça, n'est-ce pas? Prétendent qu'ils sont bons. J'ajoute un petit crouton pour la présentation également. Je trempe dans la sauce et dans le persil haché. Et je dispose. La semaine prochaine, Pêche Passion vous fera découvrir la pêche du bar au lancer depuis la côte, un mode de pêche assez acrobatique. Après ce délicieux bol d'air marin, gardons la pêche.